Et là, nous allons arriver justement dans leur choix, on va dire, d'endroits de villégiature. Hein. Donc, ça, c'est le couvent San Francesco de Nons. Alors, début des années 50, le couple fait des voyages en Corse. Tout d'abord, ils vont découvrir Girolate. Donc, ils vont passer quelques mois à Girolate. Donc, déjà, le lieu, pour la plupart, tout le monde connaît, hein, au moins de vue. Hein. Girolata, c'est quand même un coin sublime, mais très reculé. Donc l'accès est très difficile encore aujourd'hui. Le couvent de Nantes, ça c'est un peu pareil. Donc après son séjour à Girolata, ils vont visiter le Cap Corse. Et là, c'est le coup de cœur pour le village, mais surtout pour le couvent. Alors pour vous situer, le couvent est à peu près à 1 kilomètre au sud du village. Il y a 2 accès possibles, ce sont 2 sentiers, un sentier muletier et un autre pédestre. Hein. Donc vous êtes quand même relativement éloigné, c'est un endroit très rocheux. Hein, donc il se situe à une dizaine de mètres du bord de l'eau. C'est un endroit évidemment fortement marqué par son passé, par l'histoire. C'est un bâtiment qui a été construit au XIIIe siècle par les premières missions franciscaines. Au départ, au XIIIe siècle, c'est un bâtiment qui ne paye pas de mine, hein, c'est plutôt sous forme d'ermitage. C'est vraiment après, à partir du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, que ce couvent va devenir un couvent, un lieu véritablement de prestige, avec, vous allez voir, une superbe église conventuelle, avec des chapelles ornées de stucs, de peintures. Alors, à l'époque où Fini débarque avec Stanislao, donc son compagnon, c'est un couvent qui est déjà abandonné depuis fort longtemps. Il est abandonné donc depuis la Révolution française. Donc c'est un bâtiment qui est communal. Et donc ils vont décider de demander à la commune de Nons, alors à l'époque le maire c'était monsieur Roger Canal, de pouvoir occuper une partie des lieux. Alors pas l'église, mais à côté il y a une sacristie, enfin l'ancienne sacristie. Donc ils vont l'occuper au départ à titre gracieux. Et puis le lieu leur plaît vraiment, donc à tel point qu'ils veulent vraiment y résider plusieurs mois chaque année. À la belle saison, généralement, elle arrivait autour du mois de mai et elle repartait au mois d'octobre. Hein. Donc, comment ça se passait pour la vie hein, de tous les jours Eh bien, ils se servaient donc de l'eau justement des ruisseaux et des sources par les systèmes d'irrigation qu'avaient réalisés les moines quelques siècles auparavant. Et pour l'électricité, il n'y en avait pas. Et donc l'électricité, c'était l'éclairage avec des cierges et des bougies, ce qui ne dérangeait absolument en rien donc le travail de Léonore Fine, et au contraire, ça l'inspirait davantage. Et au niveau des courses, eh bien, ils avaient, si vous voulez, ils payaient des personnes, notamment 2 sœurs. Je vous montrerai 2 vieilles filles qui étaient Sulpice et dévote, donc Marcucci. Donc ces 2 sœurs leur préparaient les plats, leur cuisinaient, leur descendaient des fruits, des légumes, les approvisionnaient en pain, en toutes sortes de courses et descendaient tout ça à dos d'âne. Donc ils vivaient dans leur petit monde, hein, tout simplement, un monde assez clos. Léonore Fine était quelqu'un d'assez distant avec la population. C'est pas quelqu'un qui participait à la vie véritablement du village. Voilà, ça c'est le couvent vu par mer, par côté rocher, on va dire, dans le sens village couvent. Là, c'est pas la tempête, mais pour vous montrer déjà, on va dire que dès que se lève un peu le Libé, tu vois, c'est un paysage qui est fabuleux, certes, hein, mais vous avez la mer qui frappe juste en dessous le couvent, ici, dans la roche. Hein. Voilà. Et là, vous la voyez donc à l'intérieur même du couvent, dans la partie qu'elle occupait. Alors, ce qui va se passer, c'est que elle va recréer son monde, hein, c'est-à-dire qu'elle va inviter beaucoup d'amis durant l'été, des amis qu'elle connaissait de Paris, d'Italie, et notamment le jeune homme hein, qui est ici, qui était photographe à l'époque, qui est toujours, il est toujours vivant, il est âgé mais il est toujours vivant. Il s'appelle Enrico Colombo Torosso. Et Enrico Colombo Torosso a publié en 2010 un très beau livre de photographie qui s'intitule Les vacances chez Léonore Fini. Donc c'est toutes les photos, enfin pas toutes, mais une grande partie des photos qu'il a pu prendre durant les étés qu'il a passés chez son amie Léonore Fini. Et c'était la Dolce Vita, hein, c'est-à-dire que on faisait ce qu'on voulait, on mangeait aux heures qu'on voulait, on se baignait. Ben, voilà, c'était un peu une vie, comment dire, de patachon hein, qui menait. Hein, donc, alors, il y a également aussi autre chose qui a aussi à l'époque choqué la population, hein, c'est-à-dire que le couvent était devenu aussi un lieu, on va dire, de théâtre, de théâtralité. Vous le savez comme moi, les Corses, et en Corse comme même dans d'autres endroits, on est encore très attachés à tout ce qui est sacré.
Donc, notamment, le couvent a abrité pendant des siècles des sépultures. Il faut savoir que la population de Nons, les Inontinki, comme on les appelle, se sont fait inhumer pendant des siècles dans ce lieu. Et il est vrai que Léonore Figny ainsi que ses amis, souvent, s'approprient un peu des lieux, notamment de la chapelle conventuelle, pour y faire des cérémonies théâtrales, avec des photos de nus, etc. Et c'est vrai que ça a choqué quand même beaucoup les gens à cette période. Alors, voilà, là je vais vous montrer une photo intérieure. Ça, c'est la photo du chœur de l'église conventuelle, réaménagée par Léonore Figny et ses amis à l'époque, avec une table, des carafes, etc. Et ils organisaient, ce type de, on va dire, de soirée ou de journée déguisée, récréative, où justement, pour les hommes, souvent ils se travestissaient assez souvent, comme c'est le cas de Colombo Toro, ce que vous voyez là. Donc c'était de véritables mises en scène, comme par exemple le soir, généralement, Léonore Figny décidait de dîner thématique. Par exemple, on était dans l'obligation, sur un thème, de se déguiser pour assister au dîner. Alors, c'était des dîners avec des grands candélabres. On était vraiment dans un univers extrêmement fantastique. Alors, vous voyez que déjà, au niveau de la photographie, alors ça, elle est prise en photo, mais sachez également que Léonore Figny passera derrière l'objectif. C'est quelqu'un, par exemple, la photo qui a été prise d'Enrico Colombo Toros, c'est elle qui l'a pris. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui aussi pratique énormément la photographie. Voilà, ça c'est un des hôtels latérales. Quand vous rentrez, c'est le premier hôtel latéral droit, où vous avez donc Enrico Colombo Toros qui pose nu, comme si c'était le Christ déposé dans son sépulcre, donc avec, pour uniquement cacher son sexe, quelques feuillages. Voilà, là c'est encore une autre chapelle où on fait une sorte de représentation théâtrale, on remplace le retable qui a disparu par un personnage qui rappelle justement un saint, parmi tant d'autres. Alors voilà, je vais vous montrer également des personnages typiques du village, donc les fameuses deux sœurs, les sœurs Marcucci, Sulpice et Dévote, sont ces deux sœurs qui cuisinaient et qui apportaient aussi les vivres pour Léonore Figny et tous ses amis. Et elles faisaient vraiment partie du monde de Figny. Ça a été peut-être les rares personnes qui ont vécu dans l'intimité de Léonore Figny. Alors aujourd'hui, évidemment, elles ne sont plus elles ne sont plus avec nous. Elles sont décédées après dans les années 60. Mais ça a été c'était aussi des périodes, des personnages très très charismatiques du village. Elles étaient connues pour leur tempérament très trempé, leur colère. C'est des sœurs qui se disputaient en permanence en plus. Donc elles étaient connues pour ça. Et voilà. Et alors autre chose aussi qui vous allez voir qui va inspirer Léonore Figny dans sa peinture, c'est les chats. Alors les chats, sa passion lui vient de l'enfance. Il faut savoir que déjà quand elle vivait chez ses grands-parents à Trieste, sa grand-mère avait un chat qui s'appelait Cioci. Et Cioci, c'était un grand chat blanc qui a été le compagnon de jeu de Léonore, donc pendant toute son enfance. Et à partir de là, elle a voué une passion au félin jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pour vous donner un exemple, le chat que vous voyez en train de bâiller sur un transat, ça se passe au couvent de Nons. Il faut savoir que quand Léonore Figny venait de Paris avec son compagnon, il prenait donc le train gare du Nord, ils prenaient avec leur panier et leur chat, ils descendaient jusqu'à Marseille. Marseille, ils passaient une nuit à l'hôtel Noailles sur la Canebière et le lendemain, ils embarquaient pour Bastia. Et là, le périple n'était pas terminé, puisque sur le port de Bastia, généralement, il y avait presque 10 taxis qui les attendaient. Ces taxis étaient là pour eux, pour le couple, mais aussi pour les bagages et les chats. Donc, c'était une dizaine de chats qu'elle transportait chaque fois. Et ils accompagnaient jusqu'à l'entrée du village. Et là, à l'entrée du village, c'était les ânes qui prenaient le relais pour descendre les bagages, les chats. Et ensuite, les chats étaient en liberté dans la propriété. Alors, je vous ai mis volontairement
on va dire, un dessin juste à côté, donc d'une petite fille avec des cheveux très longs et un chat. Presque le corps de la petite fille et le chat se fondent à une forme presque plus qu'un. Dans les réalisations que Léonore a pu faire, on va dire à Nantes, comme même dans son atelier parisien, il y a véritablement souvent une fusion entre l'être humain et le félin. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une série de tableaux que vous allez voir, qu'on appelle les mutantes, où carrément c'est donc l'être humain qui se transforme en félin. Également, il y a un certain érotisme autour du chat. Bien souvent, on voit des êtres mi-humains, mi-chat, des accouplements entre humains et chats. Donc voilà, c'est un registre très, très particulier qui véritablement lui est propre. Voilà, alors justement, ce que vous voyez ici, vous allez voir certains tableaux, que ce soit peinture à huile, que ce soit aquarelle, qui ont été réalisés à Nantes même. Et donc, vous avez ici une représentation ici d'une femme en train de dormir avec un chat. Ça s'appelle Une nuit avec donc Mélinda. Mélinda était une de ses chattes favorites et elle raconte justement qu'un été, Mélinda, une nuit, donc avait mis bas dans la chambre. Donc elle avait fait ses petits chats dans la nuit et elle explique comment ça se passe. Donc voilà, elle est complètement fascinée par la vie de tous ces félins qui lui appartiennent et puis surtout qui ne cessent de croître dans la propriété. Voilà, alors là, justement, ce tableau, il a été réalisé donc dans son atelier de Nantes, ça on est en 1964. Cette jeune femme, ce tableau a été nommé Héliodora. Alors Héliodora, ça vient de Héliodoro, c'était un gros chat persan que Léonore Fine avait dans la propriété. Le chat disparaît pendant plusieurs jours dans le maquis. Donc, elle commençait à se faire du souci, elle comptait ne pas le revoir. Elle était en train de travailler sur cette œuvre, et au moment où elle finit cette œuvre, le chat réapparaît. Et donc, c'est pour ça qu'elle va intituler le tableau Héliodore par rapport au retour de ce gros chat persan qu'elle avait perdu. Alors, les peintures, ça c'est une huile sur toile, Donc, ce sont des tableaux très, on va dire, très recherchés au niveau de la fantaisie. Vous voyez que, par exemple, dans cette huile sur toile, Léonore Fine donne une vision, on va dire, presque uniforme du corps féminin. On voit à peine avec une forme très allongée des jambes, et très fluide aussi. Par contre, elle accentue énormément, on va dire, la présence du décor floral. Et décor floral avec ces deux gros bouquets ronds qui s'harmonisent également avec la chevelure ou vice-versa, cette chevelure de feu. On a l'impression même que ça représente presque une auréole. Donc, dans ce tableau, ce qui ressort, c'est le côté très de l'hémicycle, de côté circulaire des choses. Et là, à la limite, le corps de la femme, même s'il a cette blancheur diaphane, est un peu, on va dire, et même plus qu'abstrait par rapport au décor environnant. Voilà, ça c'est l'intérieur de son atelier, toujours dans le couvent. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce que je disais au départ par rapport à l'introduction, c'est qu'en réalité, voilà, c'est quand même, on va dire, un des rares peintres de cette époque, qui ne peint pas des paysages traditionnels ou bien des portraits traditionnels. C'est quelqu'un qui puise son inspiration vraiment dans ce cadre qu'elle considère comme idyllique, véritablement. Donc elle considère que ce monde végétal, minéral, la fascine complètement, la proximité avec la mer, etc. Mais toujours pour alimenter son imaginaire. C'est-à-dire vraiment pour alimenter ce qu'elle ressentait et non pas des représentations vraiment d'une réalité transformée. Là, vous la voyez derrière son chevalet. Bon. Alors ce chevalet, aujourd'hui, il est conservé dans une famille de Nantes, sa famille Patrizzi. Il faut savoir qu'elle avait des très bons contacts avec les Patrizzi parce que elle fréquentait l'auberge Patrizzi. Donc Marcel Patrizzi, qui était la cuisinière et l'aubergiste de cette auberge, est toujours vivante aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui venait très souvent manger la cuisine locale. Et comme elle voulait tout le temps remercier, on va dire, Marcel pour ses bons repas, eh bien, elle a fait cadeau une multitude d'œuvres à Marcel Patrizzi ainsi que
à ses descendants, notamment sa fille et ses petits-enfants. Alors, elle a souvent fait des cadeaux de tableaux, de lithographie, d'huile sur toile, d'aquarelle, de pastel, dans le cadre de naissance. Bien souvent, quand elle était proche de certaines familles, elle donnait des tableaux dans le cadre pour des mariages, pour des naissances. Alors, soit des tableaux peints à Nantes, ou alors issus de son atelier parisien. Ça, c'était pas systématique. Autre famille avec laquelle elle a été très proche, évidemment, la famille du maire Roger Canal. Il faut savoir qu'après, on va dire, le conseil municipal de 1965, Roger Canal a fait voter par les conseillers un loyer vraiment modique qui permettait à Éléonore Fini d'occuper les lieux, c'est-à-dire la chapelle conventuelle, l'ancienne sacristie et les jardins autour, pour un loyer de 700 francs pour l'année. Nous sommes en 1965, donc c'est pas très cher. Et elle va en avoir la jouissance on va dire jusqu'aux dernières années où elle a pu se déplacer. Et vous allez voir aussi que le moment où elle va arrêter de venir à Nantes, c'est aussi, ça correspond au décès de son compagnon. Donc voilà. Alors là, ce que je vous montre, vous le verrez dans aucun musée, puisque ça fait partie de collections privées. D'un côté, le jeune homme qui est ici, qui est toujours en vie, heureusement, on lui prête une longue vie, c'est Monsieur François Belfato. Alors Monsieur François Belfato, sur cette photo dont il m'avait autorisé à faire des clichés chez lui, il a 18 ans à l'époque. Donc, il faut savoir que Éléonore Fini avait aussi une passion pour les corps beaux et jeunes, qu'ils soient féminins ou masculins. Donc, et elle adorait prendre en photo ou bien peindre ce type de sujet. Alors ici, en effet, il est pris en photo en sortant, si vous voulez, des appartements de Éléonore Fini, donc contigus on va dire à l'église conventuelle. Et ensuite, à partir de cette photo, elle a donné sa perception, si vous voulez, de ce personnage. Donc, vous voyez qu'on est quand même très loin de la réalité. Alors, j'ai pu, par enquête, bien entendu, j'ai interviewé, c'est un bien grand mot, c'est un ami, donc je veux dire, mais j'ai pu lui demander, en fait, les détails de cette peinture. Il m'a dit tout simplement, non seulement on avait pris beaucoup de photos à l'époque, mais ensuite elle m'a demandé de poser pour ce tableau, et j'ai posé avec notamment un collant vert, donc il a passé un collant, des collants plutôt, une couronne de fleurs. Alors le visage n'est pas du tout, on ne respecte absolument pas la réalité. Par contre, il m'a expliqué, j'avais vraiment l'attitude d'une danseuse, quoi. Donc en fait, son idée c'était de travestir le jeune homme et lui donner un côté très androgyne, puisque la poitrine est cachée ici par des fleurs. Je vous fais remarquer quand même que les jambes, et notamment les mollets, sont relativement quand même costauds, musclés par rapport à des jambes de femmes, mais il est vrai qu'on a une perception, on va dire, très ambiguë du corps, féminin, masculin, mais toujours un personnage relativement jeune. Voilà. Alors là, c'est une autre série de tableaux que j'ai pu photographier dans la collection Patrizzi. Donc vous avez ici un autoportrait de Éléonore Fini. Alors Éléonore Fini a fait souvent des autoportraits d'elle, et même des portraits de personnes du village, non pas par rapport à des clichés photos ou par le fait de faire poser un modèle, mais souvent de mémoire. Donc c'est quelqu'un qui faisait des portraits de mémoire et qui les ressortait souvent très longtemps après. Là, elle a fait un portrait d'elle-même. Alors, beaucoup de ces portraits, on va dire féminins, étaient souvent des portraits où on va dire les cheveux se fondaient dans un univers extrêmement nébuleux. On a l'impression qu'il y a une sorte de brume tout autour, avec seulement, on va dire, quelques traits du visage, qui ressortent d'un univers extrêmement, on va dire complètement brumeux. Alors, à côté, ce que je vous montre là, c'est justement dans ce qu'on appelle, c'est le début de la série des Mutantes. Alors cette série, elle va être commencée au début des années 50, donc au couvent même, et donc ça va donner après une multitude de tableaux. Alors on y voit des petites filles, mais c'est pas la photo qui est mauvaise, je précise, c'est très clair comme réalisation. Donc on y voit 3 petites filles avec des chats sur les genoux. Et plus on va progresser dans les séries qu'elle va réaliser pour les Mutantes, plus on va après avoir des personnages qui se transforment, qui vont être mi-femme, mi-chat.
Donc on va voir vraiment ce côté comme ça, extrêmement, cette fusion entre l'animal et l'humain. Voilà, ça c'était encore un autoportrait d'elle-même qu'elle a légué à la famille Patrizi. Alors ça c'est un présent de mariage, hein. C'est quand un des enfants Patrizi s'est marié tout début des années 80, elle a offert ce présent. Alors quasiment aujourd'hui, dans beaucoup de maisons du village, on a encore de très très belles collections de Léonore Fini. Alors il y a, on va dire, un projet probablement qui se profile avec le musée de Bastia, de faire une exposition peut-être en 2013, on va voir, ou 2014, plus tard, sur Léonore Fini, mais surtout Léonore Fini, pas uniquement sur sa carrière, mais surtout sur sa vie en Corse et les productions qu'elle a pu faire par rapport à la Corse. Voilà, alors ça c'est un autre point que je voulais traiter, c'est son rapport avec la mort. Alors Léonore Fini, depuis très jeune, c'est quelqu'un qui a une fascination pour la mort. Je ne parle pas de peur, hein, je parle vraiment de fascination. On sait que quand elle était à Trieste, enfant, donc avec une amie, elle se promenait dans les rues de Trieste et par hasard, elle est tombée sur, on va dire, une porte qui donnait sur une morgue, hein, qui était ouverte. Elles sont rentrées parce que c'était des enfants, que les enfants c'est curieux. Et là, elle a vu donc un jeune homme étendu sur son lit de mort. Donc un adolescent, c'était un gitan, a priori c'était un jeune homme qui était mort accidentellement dans la rue, et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est de voir ce corps nu entouré justement de fleurs fraîches. Et plus tard, quand elle est devenue adulte, elle a dit je n'avais jamais vu, on va dire, une telle beauté dans le nu. Alors là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en fait ce qui l'a aussi beaucoup inspiré. Ce sont les catacombes du couvent des Capucins de Palerme, en Sicile. Donc, ce sont des catacombes qui ont servi évidemment de lieu d'inhumation à la population de Palerme pendant de nombreux siècles. Elle les a souvent visitées. C'est un lieu qui l'a beaucoup inspiré aussi. Et je vous ai montré juste une œuvre parmi tant d'autres, hein, parce que elle a tellement fait. Cette œuvre-là s'appelle L'Amitié. Donc c'est une huile sur toile qui a été réalisée en 1958, mais pas en Corse, hein, je précise, dans son atelier parisien, et qui vous montre donc cette jeune femme endormie avec on va dire cette conception, ce squelette, hein, qui représente donc la mort, qui vient donc l'envelopper dans ce voile donc transparent, l'envelopper aussi dans ses bras. Regardez, la tête de la jeune femme se repose sur un des genoux de la mort. Alors, on a après une série chez elle de tableaux où elle décompose carrément les corps. On a des corps, par exemple, où on voit encore la chair et puis une partie encore avec les ossements, etc. Elle a une façon, si vous voulez, de reconstituer les corps à partir du squelette, comme sur une sculpture. Donc voilà, ça c'est ce côté, voilà, presque à disséquer un corps pour le reconstruire. Alors ça, c'est encore une vision, on va dire, de la mort. C'est un tableau qu'elle a appelé Ophélia. Donc c'est une huile sur toile qui date de 1963. Donc qui montre cette jeune femme donc morte, hein, qui est noyée, qui est dans l'eau. Donc cette eau qui est un univers, on dirait un peu de chaos, hein, qui est mélangé avec aussi donc des fleurs. Hein, donc on a l'impression qu'elle flotte, on va dire entre, on va dire, des fonds assez ténébreux et saupoudrés comme ça de fleurs éparpillées. Le visage blafard, hein, bien entendu. Donc voilà ça. Alors plus on va aller vers la fin de sa vie, plus c'est quelqu'un évidemment qui va être animé par ce sentiment de mort, habité presque, hein, par ce sentiment de mort. Là, vous avez deux œuvres donc d'elle. Elle ne s'est pas fait représenter dessus, mais enfin c'est quand même des toiles qui sont quand même assez impressionnantes et qui interpellent aussi. Donc la première qui est ici s'appelle L'Ami de la famille. C'est une huile sur toile qu'elle a peint en 1992. Et ici, ça s'appelle Au hasard des vents, donc 1992. 1992, on est à 4 ans donc, de son décès. Il faut savoir qu'une chose aussi, c'est qu'en 1980, ça va être un schisme dans sa vie sentimentale, puisqu'en 1980, donc, Stanislas Olépri décède.
Donc, cette douleur, le deuil, va avoir énormément le travail de deuil chez elle se fait lentement, très très lentement, elle s'en remet pas. Hein. Et entre le temps, si vous voulez, de la mort de Lépre, il va falloir compter quelques années. Donc, il décède en 1980. Elle va vraiment recommencer son activité de peintre dans les années 85-86. Donc, il y a vraiment un temps mort pendant ça. Et ensuite, quand on arrive au tout début des années 90, elle peint de plus en plus d'œuvres, mais qui ont cet attrait relativement morbide, inquiétant aussi, cette vision de la mort. On va y revenir. Alors, sachez une chose, c'est que concernant Nons, quand Stanislao décède, elle ne veut plus y revenir. Alors, elle ne veut plus y revenir parce que ça lui rappelle de trop bons souvenirs, c'est-à-dire que le couvent, le lieu, tout ce qu'ils ont pu, on va dire, vivre dans cet endroit de villégiature, cet endroit agréable, elle veut plus y retourner. Elle veut plus y retourner parce que c'est trop douloureux pour elle, donc elle cesse de venir. Et donc quelques temps plus tard, elle suit toujours quand même l'actualité, ce qui se passe en Corse. Il faut savoir que quand elle était présente chez nous, en été, elle a eu fait des expositions, notamment avec en relation avec la galerie La Marge à Ajaccio. C'est quelqu'un quand même qui avait un pied aussi dans la création artistique insulaire. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui se retire quand même plus ou moins de l'île, tout en étant connecté, en restant en contact avec des gens qui lui ont été chers, avec les familles que j'ai citées, famille Canal et Patrizzi notamment, qui sont des gens vraiment pour qui elle a un grand attachement. Alors, elle a eu un attachement très amical avec le fameux maire de l'époque, Roger Canal, et par rapport justement qui lui a permis d'investir les lieux, et puis aussi qui a aussi écouté, on va dire, une de ses requêtes, savoir que dans les années 60, l'évêché avait décidé justement de demander à la commune, pour l'été, que le couvent soit un lieu pour y amener donc des colonies de vacances. Hein, et elle va s'y opposer, mais plus que fermement, c'est-à-dire qu'elle va faire agir ses connaissances, elle va aller voir le maire et elle est contre cette idée, tout simplement parce qu'elle dit que le brouhaha donc occasionné par les jeunes, par les enfants, par les adolescents sur son lieu de création, bien va justement altérer sa créativité, va la déranger. Donc il va y avoir un peu une sorte de, on va dire de scandale à l'époque, et elle va faire agir Roger Canal, et ainsi que ça, on va dire, ça va remonter jusqu'à l'évêché, et le projet tombe à l'eau par rapport à ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine influence. Hein. Alors, au niveau également donc de ses autres œuvres, donc celle-ci, comme je vous le disais, qui porte un nom très particulier, enfin un titre particulier, l'ami de la famille. Donc on a cette vision donc de cette femme avec son enfant dans les bras. On a l'impression que l'enfant, on ne sait pas s'il dort ou s'il est mort. Et au-dessus de sa tête, on a ce visage démoniaque, donc qui apparaît et qui pose ses doigts crochus sur les épaules de cette femme. Donc on a l'impression que c'est vraiment très ironique comme titre, l'ami de la famille. On a l'impression que c'est une vision de la mort qui vient surprendre les gens, qui vient surprendre véritablement les gens dans leur sommeil ou dans leur vie, qui vient les tirer. Donc, et ensuite, vous avez ici cette représentation d'elle-même sur cette barque, qui peut rappeler aussi la barque dans la mythologie gréco-romaine, quand il y avait le passeur, donc Charon, donc, qui faisait passer les âmes sur cette barque, qui glissait sur le fleuve le Styx, pour les emmener donc au pays des ombres, c'est-à-dire dans le monde des enfers, dans le monde d'Hadès. Et on a cette vision-là de fille dans cette barque, habillée de noir également, en train de glisser sur ce fleuve qui l'amènera donc proche de Lépre. Hein. Voilà, donc alors nous allons conclure sur un de ces articles qui avait été publié au moment de sa mort. Hein. Alors qu'est-ce qui va se passer au moment où elle se retire définitivement à Paris ? En 1995, elle contracte une grave pneumonie, donc elle va être hospitalisée pendant des mois. Et le 18 janvier 1996, donc elle décède à Paris. Là, donc vous avez des journaux du monde entier qui vont lui rendre hommage. Le New York Times notamment, donc qui va lui rendre un grand hommage. Les journaux de Londres, les médias, donc londoniens aussi.
Et puis évidemment, une échelle plus modeste, mais quand même, donc le Corse Matin, je crois qu'à l'époque c'était le Nice Matin Corse, hein, peu importe. Et là, vous avez des articles, et notamment un article qui dit la mort de Léonore Fini, c'est la mort de notre grande prêtresse du fantastique. Donc celle qui se disait justement, on va dire, côtoyer les peintres surréalistes, a toujours, justement, s'est toujours défendue d'y appartenir et elle mettait toujours en avant le fait que ce qu'elle peignait, elle peignait elle-même. Hein. Elle peignait ce qu'elle ressentait elle-même. D'ailleurs, elle disait, quand je m'assois devant mon chevalet et que ma main prend un pinceau, j'ai l'impression que ma main est guidée par, on va dire, une voix qui est mon imaginaire. Et à partir de là, elle faisait bien comprendre qu'on ne lui dictait pas. On ne lui dictait pas son courant. Elle a été un peintre surréaliste, on va dire, dans son courant qui lui était très personnel. Elle s'est en fait approprié le surréalisme pour lui donner, on va dire, une version à la Léonore Fini. Alors vous avez vu que j'ai employé à la fois Éléonore et Éléonore. Il faut savoir que son prénom de baptême, c'est bien Éléonore, et qu'après, quand elle est devenue adulte, elle se faisait surnommer Léonore, Léonore Fini. Alors, notre grande prêtresse, eh bien voilà, elle a disparu à ce moment-là, donc en 1996, sachant une chose, c'est que malgré qu'elle soit restée très absente, donc début des années 80 jusqu'à sa mort, le village de Nantes, ça lui a rendu différents hommages sous la forme d'expositions. Donc justement, ces familles de particuliers lui ont souvent prêté leurs œuvres pour faire des expositions à la gloire de Léonore Fini. Et donc ça va être encore le cas très bientôt. Donc si le projet du musée de Bastia est un projet qui va certainement aboutir, bien certainement qu'on va fonctionner en une sorte de connivence avec le village de Nantes. Donc il y aura une exposition de type grandiose, on va dire, dans le musée de Bastia, à partir des œuvres du photographe Enrico Colombo Toros, avec cette vision des vacances chez Léonore Fini. Et puis Nantes, ça par contre, fera quelque chose de plus intimiste, avec des collections appartenant à des privés, et on reconstituera certainement beaucoup plus l'univers de Fini dans son couvent et son rapport avec aussi les gens du village, la vie au village, les gens qui lui ont servi de modèle également.